Faut pas hésiter à nous faire remonter des auditions qui se passent mal ou des offres d'emploi qui prévoyaient quelque chose et après dans la réalité c'est pas du tout comme ça. On ne peut pas faire attendre quelqu'un pendant des heures dans un parking souterrain, enfin dans un garage, dans un endroit où il fait froid ou par exemple dans la rue. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de callbacks ? L'employeur n'a pas le droit de filmer l'audition s'il n'a pas l'autorisation de l'artiste. Que dit le Code du travail à propos du déroulé des auditions ? Rien. C'est extrêmement difficile de montrer qu'on a été l'objet d'une discrimination. De dire je n'ai pas été embauché parce que j'ai été discriminé, c'est très très difficile à prouver. Dans quel délai un employeur doit donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, après une audition ? Les employeurs ne sont pas totalement libres dans la manière de rédiger leur annonce. Moi, à partir du moment, par exemple, où on met un montant de rémunération, ça engage l'employeur. Dans certains cas, on peut dans ces cas-là baser une offre d'emploi sur des critères qui seraient discriminatoires. Et puis se dire en tant qu'artiste, répondre à une offre d'emploi qui est mal rédigée, ça augure rien de bon sur la suite des relations. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode avec toujours nos juristes stars d'internet. J'ai nommé Samuela Berda et Raphaël Petit-Perrin. Et dans ce nouvel épisode, on va aborder tout ce qui est annonce d'audition et notamment la réglementation et les modalités pratiques. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître la réglementation autour des auditions ? C'est important pour les artistes de connaître ça parce que les auditions, c'est toujours un moment de vulnérabilité pour les artistes. Ils sont mis à l'épreuve, évidemment, ils sont examinés sous toutes les coutures, ils ont envie de se faire embaucher, ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, ça leur fait oublier parfois que les conditions dans lesquelles se déroulent ces auditions doivent quand même respecter un certain nombre d'obligations qui leur garantit quand même sécurité et également de ne pas travailler sans être rémunéré, que ça ne se transforme pas en fait des heures de travail. Voilà. Donc en termes de droit du travail comme en termes de sécurité, effectivement, les auditions sont encadrées quand même par la loi. Oui, donc c'est pas juste un simple moment artistique, c'est aussi juridique. Oui. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est quoi Mais tout est juridique, mais ouais, tout est juridique. Mais oui. Je me dis bien qu'on n'allait pas parler d'autre chose vu que j'ai des juristes en face de moi. Oui, évidemment. Nous, on voit tout à l'aune du droit. Hein. Mais c'est pas nous, en fait. En fait, tout est juridique, en fait. Malgré tout. Malgré toi, Maïwen, tout est juridique. Nous sommes au regret de vous annoncer que tout est juridique. Du coup, en parlant de juridique, quelles sont les mentions obligatoires dans une annonce ? En fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les employeurs ne sont pas totalement libres dans la manière de rédiger leur annonce. Le Code du travail encadre quand même la rédaction des offres d'emploi. Que ce soit pour les offres d'emploi de n'importe quel type d'emploi d'ailleurs, hein, pas que pour les danseurs. Oui, parce que participer à une audition, c'est répondre à une offre d'emploi. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, une offre d'emploi est publiée en vue d'une audition, d'accord, pour éventuellement trouver du travail en tant qu'artiste. L'offre d'emploi telle qu'elle est publiée, premièrement, ne doit pas faire mention d'une limite d'âge supérieure pour éviter la discrimination liée à l'âge. Deuxièmement, il est interdit pour un employeur qui va mener à bien un travail sur le sol français, il est interdit de publier une offre entièrement en langue étrangère. Il peut très bien la publier en 2 langues, 3 langues, 4 langues, voilà, mais il ne peut pas, à partir du moment où il la publie en France, ne pas la publier en français à minima. Troisièmement, interdiction pour un employeur de publier une offre qui comporte des allégations fausses ou qui peuvent induire en erreur. D'accord ? Parce que ce qui est rédigé dans l'annonce, ça engage l'employeur. D'accord ? C'est important à savoir quand même. Effectivement, à partir du moment, par exemple, où on met un montant de rémunération, ça engage l'employeur. Hein ? On ne peut pas attirer les gens en prévoyant une rémunération faramineuse et puis en réalité, finalement, une fois que la personne décroche le job, lui donner un salaire de moitié-monde. D'accord ? Je calme tout le monde là-dessus. Très souvent, sur nos annonces d'audition, il n'y a pas le montant de la rémunération. Ouais, mais là, par contre, ce qu'on a, nous, ce qu'on voit souvent, c'est aussi des annonces d'audition où il n'y a pas vraiment d'emploi derrière. C'est plutôt aller prendre le pouls du secteur, voir ce que proposent les artistes sur le milieu qui sont en charge de travail maintenant. Donc des espèces comme ça. Et puis si je trouve quelqu'un, je trouve quelqu'un, c'est super, mais il n'y a pas forcément d'emploi derrière. Ça, on voit souvent ça. Ça, c'est très fréquent. Et c'est interdit.
il faut forcément qu'il y ait un emploi derrière. On ne publie pas une offre pour juste voir des danseurs danser, repérer des gens pour éventuellement dans un an faire appel à eux. C'est absolument... voilà. Donc, à partir du moment où il y a une offre d'emploi, il faut qu'il y ait l'emploi derrière. Ça fait partie... Voilà. La rémunération doit être respectée, ainsi que tout ce qui est écrit dans l'offre. Donc ça, c'était la 3e interdiction. Et la 4e interdiction, c'est de ne surtout pas publier une offre comportant des mentions discriminatoires. Comme quoi ? Alors, la discrimination, c'est quelque chose de complexe, puisqu'il y a 2 formes de discrimination. Il y a ce qu'on appelle la discrimination directe, c'est-à-dire traiter quelqu'un défavorablement à cause d'un motif qui est discriminatoire, et la discrimination indirecte, c'est-à-dire une mesure qui est prise qui vise pas à discriminer directement, mais qui en fait va aboutir à un traitement discriminatoire. T'as un exemple ou pas ? Alors, c'est pas forcément le secteur du spectacle parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de déplacements, mais un métier où on insiste beaucoup, il va y avoir beaucoup de déplacements, que la personne ne sera pas beaucoup chez elle, ben, ça peut amener à discriminer quelqu'un qui a des enfants, par exemple. Donc ce type de mesure-là, la discrimination indirecte. Ce qui est sûr, c'est que sur la discrimination directe, en fait, le Code du travail, il liste les mentions qui sont des mentions discriminatoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas soumettre une offre d'emploi à des conditions qui sont liées à, bon, je vais les lire, il n'y a pas de meilleure façon de les lister, l'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou le handicap. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit donc de mentionner tout ça dans une offre d'emploi. On ne peut pas rechercher normalement quelqu'un en fonction de son sexe ou de son apparence physique. En théorie, c'est interdit. Ah ok. Et pourtant, quand on recherche des artistes féminins, voilà. Et pourtant, toute la nuance. Le principe, c'est qu'effectivement, ces mentions sont discriminatoires, mais le Code du travail indique que dans certains cas, si ça répond à, je vous lis aussi le Code du travail, une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée, on peut dans ces cas-là baser une offre d'emploi sur des critères qui seraient discriminatoire. Le Code du travail, il va viser les secteurs spécifiques, par exemple, où on peut rechercher un homme ou une femme. Et dans ces secteurs, il y a le mannequinat et le spectacle vivant. Puisque là, on va chercher quelqu'un qui va être vivant ou enregistré. Bien sûr. Ouais. Donc là, on a le droit de chercher plus spécifiquement un homme ou une femme. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, dans le secteur du spectacle, pour ce qui nous concerne ici, un employeur, il peut être amené à chercher quelqu'un pour occuper un rôle spécifique. Et en fait, l'exigence de ce rôle va amener à recruter quelqu'un, notamment sur des critères d'apparence physique qui sont particuliers. Ça veut dire qu'en fait, ce qui est discriminatoire, c'est de chercher un salarié qui serait de tel ou tel type, mais ce qui n'est pas discriminatoire, c'est de rechercher un salarié pour interpréter un rôle qui est de telle et telle manière. Pour caricaturer, on ne peut pas dire je cherche un danseur entre 18 et 22 ans d'origine caucasienne. Donc ça, c'est totalement discriminatoire. Tu peux avoir 30 ans et être d'apparence physique. Exactement. Mais tu peux dire je recherche un artiste chorégraphique pour interpréter le rôle d'un jeune homme d'environ 20 ans d'origine caucasienne. Dans ces cas-là, tu n'as plus de limite d'âge. Effectivement, tu peux avoir 30 ans et avoir l'air 20. Ça fonctionne. Parfois, les employeurs, ils ont un peu peur, surtout quand on va chercher un certain type de physique qui implique l'appartenance à une race, une ethnie, une origine géographique. Ils n'ont pas envie de mettre des critères discriminatoires dans l'annonce, donc on cherche un peu des périphrases. Donc on va chercher un danseur d'origine sud-américaine, par exemple. Sauf que ça, c'est discriminatoire de chercher quelqu'un d'origine sud-américaine. Alors que de dire qu'on cherche un danseur pour interpréter le rôle d'un personnage sud-américain qui soit brun avec la peau bronzée et les yeux marrons, bah là ça marche. Parce que c'est le rôle qui est comme ça. Parce que si on prend un exemple, je ne suis pas sud-américaine, mais je pourrais potentiellement Tout à fait. Tu pourrais peut-être correspondre au profil pour jouer le rôle. Alors que mettre dans l'annonce qu'on cherche quelqu'un d'origine sud-américaine, Maïwenn ne peut plus postuler. Et ça, c'est discriminatoire. C'est et ils y perdent. Une fin de carrière. Forcément. Pour moi aussi. Oui. Par contre,
on va quand même aborder les notions de reprise de rôle. Pour le coup, quand il y a une reprise de rôle, c'est important de préciser des critères physiques selon... Tout à fait. Le costume, les relations entre les différents rôles. Effectivement, imaginons que c'est une reprise de rôle avec une danseuse à l'origine qui était très grande. Toute la dynamique de la pièce s'est créée avec ce physique qui était très grand. Au moment de la reprise de rôle, on peut effectivement exiger une danseuse d'une certaine taille, quand bien même le rôle ne le demanderait pas, mais parce que, effectivement, les relations entre les différentes personnes ou la question des costumes. Après, il ne faut pas se cacher derrière les costumes aussi pour tout. Voilà. On est bien d'accord. Ça se reprend un costume. Un costume, ça se reprend. On ne peut pas se mettre derrière le costume sur des questions de poids ou de taille, ou alors des costumes très spécifiques. Enfin, l'employeur pourrait avoir à justifier. Ce qui est intéressant sur la discrimination aussi, c'est extrêmement difficile de montrer qu'on a été l'objet d'une discrimination. De dire « je n'ai pas été embauché » parce que j'ai été discriminée, c'est très très difficile à prouver. Donc sur la question de la discrimination, la charge de la preuve est inversée. C'est-à-dire c'est pas à la personne qui est discriminée de prouver qu'elle a fait l'objet d'une mesure discriminatoire, c'est à l'employeur ou futur employeur de démontrer que lui s'est appuyé sur des critères objectifs. Okay. Non, je t'ai pas embauché parce que si, ça, mais parce que, et mettre en avant des critères objectifs. C'est à l'employeur de faire la preuve que lui n'a pas agi sous le coup d'une discrimination. Ok. Si l'employeur respecte pas justement tout ce qu'on disait avec des notions justement discriminatoires dans une annonce, il se passe quoi au niveau de la loi ? C'est une sanction pénale. 3 ans d'emprisonnement pénal. Oui. Non, mais la discrimination, que ce soit la discrimination à l'embauche ou la discrimination dans le cadre d'un contrat de travail, c'est-à-dire que la personne a été embauchée mais a fait l'objet de traitements discriminatoires par rapport à d'autres salariés dans l'entreprise, tout cela c'est condamnable par la loi et c'est condamnable pénalement, effectivement. C'est 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. J'adore ce que vous me sortez les chiffres. C'est important à savoir. Et puis voilà, encore une fois, pour la discrimination, on n'a pas à apporter la charge de la preuve. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a mis en place, au contraire, des critères objectifs. Donc nous, on voit souvent sur des danseuses de retour de grossesse, qui ont des enfants et qui d'un coup sont mis de côté. Tout ça, c'est discriminatoire en fait. Des danseurs qui sont blessés aussi et qui reviennent et qui peuvent être... Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on entend souvent dire que dans les secteurs du spectacle, la discrimination fait partie intégrante de l'embauche ou de la non-embauche, que, dans le cadre d'une entreprise lambda, on n'a pas le droit de discriminer, mais que dans le spectacle, oui, forcément, on veut un grand, un petit, un jeune, un vieux, un homme, une femme. Non, il n'y a rien d'automatique dans le secteur du spectacle. Il faut bien déterminer que c'est pour tel rôle, c'est le rôle qui implique une discrimination, d'accord, et c'est pas la personne, et qu'il y a une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que c'est proportionné. Il y a des critères quand même qui font que on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à un candidat, et on ne peut pas discriminer de manière totalement arbitraire non plus dans le secteur du spectacle. C'est pas parce qu'on est dans le spectacle qu'on peut demander des critères totalement discriminatoires. Tout n'est pas permis. Bien sûr. En ce qui est permis, est-ce que demander CV, photo, vidéo, c'est autorisé ? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr, ça c'est pour pouvoir accéder à l'audition, bien sûr, demander un CV, photo, vidéo, aucun problème. Sur le déroulement des auditions, justement, que dit le Code du travail à propos du déroulé des auditions ? Rien. C'est trop précis pour le Code du travail. C'est trop précis. Effectivement, le Code du travail ne parle absolument pas des auditions pour les artistes. Ça va être dans les conventions collectives qu'il va falloir se pencher pour aller voir ce qui est prévu, ce qui est autorisé, ce qui est obligatoire et ce qui est interdit pendant les auditions. Donc il y a 2 conventions collectives, on en avait déjà parlé, une pour les compagnies subventionnées, une pour les compagnies non subventionnées, d'accord ? Alors il se trouve que dans celle pour les compagnies dites du secteur privé non subventionné, il n'y a pas grand-chose prévu pour les danseurs. Et même rien prévu de spécifique. Dans celle pour les compagnies subventionnées, là, en revanche, les auditions sont très, très encadrées. Il y a 2 types d'auditions.
par exemple, les auditions sur convocation ou les auditions ouvertes. Et en fonction du type d'audition, il y aura des règles sur la durée des auditions, le nombre de jours d'audition, le certificat d'audition. Enfin, il y aura plein de choses qui seront mises en place et qui seront obligatoires pour les employeurs. Les auditions sur convocation, comme leur nom l'indique, c'est une audition à laquelle on sera convoqué à partir d'un premier filtre qui aura été, par exemple, le CV, photo, vidéo, etc., etc. L'audition ouverte, c'est celle à laquelle tout le monde peut se présenter. Sur l'offre d'emploi, il y a écrit, voilà, audition tel jour, à tel endroit, de telle heure à telle heure. Il y en a de moins en moins, des auditions ouvertes, et de plus en plus, évidemment, d'auditions sur convocation. Et il y a surtout de plus en plus d'auditions ouvertes, mais encadrées, dans le sens où faire venir tout le monde à 10h alors que tu sais que la moitié va passer à 16h. Voilà. C'est aussi une demande que nous, on fait en tant qu'artistes, de respecter notre temps, parce que nous faire venir 800 personnes à 10h, alors que tu sais très bien qu'il y a 400 personnes qui vont passer à 16h. Voilà. Absolument. Mais c'est aussi pour ça, les employeurs qui savent que ça va générer une grosse masse de personnes, en général, ils font une présélection d'abord, quoi. Voilà. Mais il y a aussi des employeurs qui font exprès d'avoir ces grosses masses de candidats, malheureusement, pour avoir aussi une espèce de comme vivier aussi au travers du monde qui se présente à l'audition pour légitimiser le projet, des choses comme ça. Il faut savoir que les conditions d'audition, c'est-à-dire le cadre dans lequel ça se passe, les conditions de sécurité, de température, de tout ça, doivent être garanties pour les salariés ou les éventuels futurs salariés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire attendre quelqu'un pendant des heures dans un parking souterrain, enfin dans un garage, dans un endroit où il fait froid, ou en dehors de la salle, par exemple dans la rue. Les conditions de l'audition doivent respecter un certain nombre de garanties de sécurité et de confort pour les danseurs, et notamment pour pouvoir leur permettre de s'échauffer, etc., etc., et éviter les blessures. Et si l'employeur ne respecte pas ça, ces conditions qui sont... Je vous vois déjà venir. Elles vont me sortir les chiffres avec les... Non, là, il n'y a pas... Ben non, c'est pas prévu dans le Code du travail. Mais bon, comment nous on fait si c'est pas prévu dans le Code du travail pour se faire respecter? Si c'est prévu dans la convention collective, ça relève du droit du travail, donc ça revient à une condamnation. Après, c'est aussi encore une fois là, on est plus fort collectivement, quoi. Effectivement, une audition, on voit que ça se déroule dans des conditions qui sont atroces, pas du tout professionnelles. Il faudrait se mettre collectivement d'accord en disant on le fait pas, on n'y va pas. En fait, c'est honteux, il faut dénoncer ces situations-là. Et j'avais une question aussi sur le fait que, admettons, l'employeur de la production fait venir tout le monde à 10h le matin pour montrer qu'il y a du monde et font leur com là-dessus. Mais il faut signer un droit à l'image. Bien sûr. Absolument. Ils n'ont pas le droit, l'employeur n'a pas le droit de filmer l'audition s'il n'a pas l'autorisation de l'artiste. Il y a même, dans le cadre de la convention collective du secteur public pour les compagnies subventionnées, une interdiction de filmer les auditions. Complète, sans demander l'autorisation. Absolument. Okay, il est même interdit de... Dans celle du privé, non, ce n'est pas... Donc, ça dépend des annexes. Oui, ça dépend des annexes. Et puis, effectivement, ça concerne plus là, le secteur des comédies musicales ou cabarets ou autres. Et c'est vrai que là, il peut y avoir des autorisations... des captations possibles, mais ça n'est jamais automatique et sans l'autorisation écrite, signée de chaque personne qui passe l'audition. Ça, c'était l'objet d'un épisode précédent. On ne peut pas filmer un artiste sans demander son autorisation, quel que soit le contexte. Le contexte d'une audition ou ailleurs, on ne peut pas filmer sans l'autorisation. On peut comprendre le besoin d'un employeur de devoir revisionner des choses a posteriori pour pouvoir donner sa réponse. Pourquoi pas? Sauf qu'il faut que ce soit autorisé individuellement par chaque artiste. Je comprends aussi le fait qu'en tant qu'artiste et en tant que chorégraphe ou producteur, on ait besoin de faire plusieurs tours d'audition, parce qu'évidemment, sur 800 personnes, tu n'en prends pas 3 d'un coup, normalement. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre de callbacks, on va dire Oui, alors, sur celle du public, les séances d'audition ne peuvent pas excéder 3 heures déjà, et il ne peut pas y en avoir plus de 2 dans la même journée. D'accord. Alors ça, Voilà. Je donne le droit. Après, à vous de voir si ça correspond à la réalité ou pas, et si vous arrivez à faire entendre raison aux employeurs. Donc, le principe dans celle du public, donc c'est pas plus de 2 séances d'audition par jour. Et puis, la durée totale de l'audition ne doit pas durer plus de 2 jours et demi.
avec en tout 3 séances dans ces 2 jours et demi. En gros, c'est pour éviter ce qu'on voit souvent, nous, les stages audition. Je convoque plein d'artistes, je les fais danser pendant 1 semaine, soi-disant, ils se nourrissent parce qu'ils ont un stage, ils travaillent avec un tel ou tel chorégraphe pendant 1 semaine, mais en fait, ça permet de repérer et ensuite, derrière, de donner un emploi. Mais sauf que ces personnes-là ont consacré 1 semaine entière de leur temps à danser pour ce chorégraphe sans être déclarés ni rémunérés. Donc, ça s'appelle du travail dissimulé. C'est pour ça que les auditions sont encadrées, c'est-à-dire que c'est à la fois pour des raisons de sécurité, pareil, on ne peut pas faire danser quelqu'un, en plus, qui est à fond, puisqu'il est dans une audition et qu'il faut se faire embaucher. Pendant X jours d'affilée et sur une amplitude horaire trop importante. Sinon, il y a trop de risques de blessures et voilà. Mais aussi pour respecter le droit du travail et ne pas en venir à le faire travailler sans le déclarer et sans le rémunérer. Autant d'heures qu'il aurait dû passer à travailler pour une autre compagnie, qu'il aurait pu passer à... Voilà. Et pas... On n'utilise pas ces allocations chômage, par exemple, pour faire 1 semaine d'audition, quoi. Voilà. Oui. Mais du coup, il y a ces durées-là qui sont fixées et on peut dépasser, mais dans ces cas-là, on fait un contrat de travail. Absolument. Okay. Oui, quand tu disais 3 heures. Ça, c'est pour la séance, effectivement, pour les auditions dans le cadre de la convention collective des compagnies subventionnées. Okay. Ouais, c'est 3 heures. Ouais, et tout pour à les fait. auditions ensuite non subventionnées, c'est pas fixé. Enfin, ça dépend des annexes, en fait. Il faut à chaque fois se reporter. On a une super fiche sur le sujet qui détaille tout dans la fiche. Je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode, bien évidemment. Oui. Pour reprendre aussi sur les auditions, est-ce que l'employeur doit prendre en charge des frais si l'artiste vient de loin ? S'il ne peut pas rentrer et dormir chez lui, oui. Effectivement, il y a des obligations toujours pour les compagnies subventionnées de prendre en charge ses frais si entre 2 journées d'audition l'artiste peut pas rentrer chez lui. Et uniquement dans le cadre des auditions sur convocation. Oui, voilà. Attention. Oui, évidemment, ça tu viens d'où tu veux, mais personne n'a à le prendre en charge. Après, il faut savoir que les frais qui sont engagés par les artistes pour aller suivre des auditions et répondre comme ça à des offres d'emploi, c'est des frais professionnels qui peuvent être déduits des impôts. On a une super fiche aussi. Sur les frais réels. Exactement. Mais je pense qu'on fera un épisode sur ça. Ça va intéresser le monde. On a une fiche qui décrit vraiment tout. Et ça, voilà, si effectivement la compagnie qui fait passer les auditions ne prend pas en charge ces frais-là, il faut savoir que c'est des frais qui peuvent être déduits des impôts au titre des frais réels. Tout à fait. Dans quel délai un employeur doit donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, après une audition ? Ça aussi, il faut aller voir dans la convention collective. Dans la convention collective, pour les compagnies subventionnées, c'est écrit 1 mois. Dans l'autre convention collective, ça dépend des annexes. Mais bien souvent, dans les annexes, c'est pas précisé. Il n'y a pas de délai. Ok, donc c'est très flou, quoi. C'est au bon vouloir de l'employeur. Ce qui est important aussi, c'est que l'employeur doit délivrer un certificat de présence à l'audition. Et ça permet aux salariés de prouver à France Travail notamment pour les frais réels. Recherche un emploi et puis après de prouver qu'on a bien effectivement engagé ses frais de transport ou de repas ou quoi parce qu'on a assisté à une audition tel jour à telle date. Ok, le mail en lui-même ne suffit pas parce que ça... Si, ça peut. Ça peut. Ok. Vis-à-vis de l'administration fiscale, ça peut. Ça, c'est pas obligatoire pour les employeurs. Alors, pour les employeurs qui relèvent de la convention collective du secteur public, c'est obligatoire le certificat. Ouais. Ok. Obligatoire. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure un petit peu, quelles sont les erreurs fréquentes que les employeurs commettent dans les annonces d'audition ? Il y en a beaucoup. Ouais. En fait, on va pas du tout clôturer l'épisode. Non, nous on le sait parce qu'au CND, donc tous les mardis, on diffuse les annonces et offres d'emploi dans le secteur chorégraphique et où Samuela et moi, on fait un effort de relecture des annonces qui sont diffusées. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses. Du coup, aussi, cette question de discrimination et de bien distinguer le salarié qui postule et le rôle qui va être interprété. Ça, il y a plein de compagnies qui font encore les erreurs là-dessus. Des problématiques aussi sur le déroulé des auditions. On voit encore trop d'auditions qui sont beaucoup trop longues et qui répondent pas du tout aux critères de la convention collective. Ça, on voit beaucoup. Parfois aussi des annonces qui ne sont pas assez précises. On se dit, mon Dieu, mais la compagnie, elle va recevoir 700 CV, ça va être l'enfer. Je pense que vraiment, quand on rédige une annonce pour une audition, c'est important d'être assez précis
sur ce qu'on cherche. On a eu des gros soucis une fois avec une annonce pour une audition qui était complètement folle. Il faisait un parallèle entre les danseurs et les femmes de ménage. C'était complètement fou. Il y a plein de gens qui ont été très, très, très outrés sur cette offre d'emploi-là. Mais en même temps, ça voulait dire quelque chose du travail de la compagnie. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'offre d'emploi te faisait marrer, c'est-à-dire que tu étais sensible à l'humour et que potentiellement, c'était un bon match. Et si par contre, tu étais offusqué, c'est sûr qu'il ne fallait pas postuler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter vraiment à donner aussi, quand on est une compagnie et qu'on cherche quelqu'un, à travers la lecture de l'annonce, donner un peu une couleur pour ne pas se retrouver avec 700 propositions et puis être perdu. Puis ce à quoi il faut faire attention, évidemment, c'est aussi la rémunération quand elle est précisée. Nous, on est vigilante, encore une fois, comme disait Raphaël, à ce que les annonces respectent le droit du travail et les conventions collectives. Après, on va pas, attention que les choses soient claires, on ne va pas contrôler et surveiller que dans la réalité ce soit le cas. On serait bien en mal de le faire et puis ce n'est pas notre rôle. Mais en tout cas, on est là pour accompagner les employeurs à rédiger des annonces correctes, à connaître le droit parce que parfois, totalement de bonne foi, ils sont à côté de la plaque sur le montant des salaires, sur la durée des séances de répète ou sur la discrimination. Et ça les aide bien et ils sont ravis de nous avoir au téléphone pour ajuster les choses et diffuser une offre en bonne et due forme. Donc, on les accompagne pour la rédaction. On espère que derrière, dans la réalité, ça se pratique vraiment. On ne peut pas garantir que c'est le cas, évidemment. Après, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter des auditions qui se passent mal ou des offres d'emploi qui prévoyaient quelque chose et après, dans la réalité, c'est pas du tout comme ça parce que nous, on est très vigilants à ça aussi. On alerte les compagnies en disant « Ah ouais, mais là, nous, si on continue d'avoir des retours négatifs, on ne diffusera plus les offres d'emploi. On a fixé un délai. » Après, c'est compliqué parce qu'elle peut nous dire « Oui, là, je ferai mieux la prochaine fois. » Donc, de quel droit on ne publierait pas une annonce qui, elle, serait correcte. Mais nous, on s'est fixé pour règle qu'une compagnie qui ne respecte pas la loi, on suspend pendant 1 an. Alors que nous, on diffuse gratuitement. Hein. Donc, on lui dit « Ok, mais là, on a eu trop de retours négatifs. On sait que vous ne respectez pas la loi derrière. Donc, pendant 1 an, on ne diffusera plus vos offres d'emploi. » Ce qui est normal, puisque du coup, ça reste aussi votre image. Non, en fait, on n'est pas du tout garant. On n'est pas garant, on n'a pas ce on n'a pas ce rôle-là. En revanche, quand une annonce est fallacieuse, de fait, on ne peut pas la diffuser. Et que nous, on sait que c'est régulier, que c'est constant et qu'on a plein de danseurs et danseuses qui se plaignent. On a beaucoup de retours, bien sûr. Il ne suffit pas d'une personne qui se plaint d'une annonce. Non, bien sûr. Non, ce que j'entends par là, c'est que... C'est pour ne pas être le relais de quelque chose d'illégal. Ce serait absolument contradictoire avec notre mission de développer les bonnes pratiques dans le secteur. Mais sinon, on diffuse toutes les offres d'emploi qu'on a. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de tampon CND. Non. À partir du moment où l'offre d'emploi, elle est conforme aux obligations légales, nous, on va diffuser. Bien sûr. On est juste un médium pour que les offres d'emploi soient vues et par mais attention sur aussi les offres d'emploi, les répétitions. On a beaucoup encore d'emplois où les répétitions ne sont pas rémunérées ou alors c'est des horaires qui n'ont rien à voir avec la loi. Ça, faut être vigilant là-dessus. Et puis se dire, en tant qu'artiste, répondre à une offre d'emploi qui est mal rédigée, ça augure rien de bon sur la suite des relations. Justement, quel conseil vous donneriez aux danseurs pour vérifier que l'annonce elle est sérieuse et conforme ? Alors, on va un peu répéter le même conseil que d'habitude, nous consulter, bien sûr. Mais alors, encore une fois, on a une fiche pratique qui vraiment détaille tout, parce que c'est vrai qu'il y a des détails à avoir et c'est plus pratique par écrit d'avoir dans telle et telle situation ce qui doit ou ce qui peut être pratiqué ou pas. Et donc, on a une fiche pratique sur les modalités d'organisation des auditions et sur la rédaction des offres d'emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à aller la consulter. Elle est téléchargeable sur le site du CND. Et voilà, ça, c'est un bon outil. Et puis, après, il y a évidemment toujours nous contacter, quoi. Et le bouche à oreille, c'est hyper important. Une audition qui se passe mal, une compagnie qui n'est pas correcte, en parler autour de soi, alerter ses pairs. Encore une fois, c'est collectivement qu'on est les plus forts, quoi. Une compagnie qui fait n'importe quoi mais qui continue à réussir à embaucher des artistes, voilà. Complètement. Merci beaucoup pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à envoyer beaucoup d'amour aussi par mail à Raphaël et Samuela. Pas forcément d'exposer on prend que les problèmes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Quand tu dis sur la rédaction d'une audition, là, quand tu dis est-ce que l'employeur est libre d'écrire ce qu'il veut dans une annonce,
Et là, toi, tu dis, alors c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est des mentions discriminatoires ? Et là, c'est moi. Voilà. Et en fait, c'est pour parler des critères interdits. Ça peut faire des millions de vues, hein, j'ai compris, chacune. Hein. Ok. Improvise. Chante une chanson. Après, ça vaut risque et péril. Hein. Ça finit en backstage. Hein, donc,